Bonjour à tous. Ah oui, j'y ai mis toute mon attention. Donc, c'est début de cette année-ci, 2 janvier, qu'il se présente aux urgences. Il a de la fièvre depuis environ 3 jours. On dirait que ça a commencé après qu'il ait mangé dans un snack et des douleurs de l'abdomen. Il vomit et il a eu 1 ou 2 épisodes de sels liquides. Et donc, à la prise de ses paramètres, effectivement, il a une belle fièvre, 39,3. Il est tachycarde, tension encore correcte et une saturation à l'oxygène correcte. Et apparemment, la palpation de son abdomen est diffusément douloureuse. Et au CT scanner de l'abdomen qu'on lui fait aux urgences, on y trouve de multiples ganglions péricentimétriques rétropéritonéaux, notamment latéraux-aortiques à gauche, mais aussi mésentériques et iliaques externes bilatéraux. On décrit un manchon ganglionnaire mésentérique sous-ombilical, là les ganglions sont un peu plus gros, et une infiltration de la graisse mésentérique. Et ça s'accompagne d'une petite splénomégalie et d'une hépatomégalie. Alors, les examens sanguins, la première prise de sang aux urgences, on voit qu'il a une petite microcytose, mais pas d'anémie, une légère neutrophilie, un rien plus que 10 000 neutrophiles, une lymphopénie. Il a des tests de la coagulation perturbés, bien perturbés quand même, 57% de PT, un INR à 1,5, une petite hyponatrémie apparemment légère. Les reins, ça va. Diapositive suivante. Là, il avait une glycémie à 140. Je ne sais pas s'il était à jeun ou enfin s'il ne mangeait pas beaucoup, mais il avait peut-être une perfusion. Et point de vue hépatique, on note une légère augmentation des phosphatases alcalines et peut-être de la bilirubine directe et quand même un beau syndrome inflammatoire modéré à important, 164 de CRP. Et on est début janvier, donc le frottis, la PCR est négative pour le SARS-CoV-2. Il est hospitalisé dans le service d'hospitalisation provisoire. Il passe la nuit là et donc le lendemain, le 3 janvier, sa fièvre persiste. On découvre un rash. On voit là un rash érythémateux assez aspécifique au niveau de son cou. Il en avait un peu partout. Hein. Il y en avait, on voit un peu dans son creux axillaire. Il en avait à l'arrière des épaules, sur son ventre, à la racine des membres. Il a une langue quand même pas normale, en tout cas bien dépapillée, on dirait un peu inflammatoire aussi. Et en concertation avec l'infectiologue de garde, il avait reçu de la ceftriaxone, une dose, et de l'azithromycine avait été commencée également. Et puis, dans le courant de la journée du 3, on a déjà des tests sérologiques qui sortent. Et on peut voir notamment qu'il a des IgG et des IgM pour l'Epstein-Barr virus, un contact ancien CMV. Et donc là, en fait, on pose le diagnostic de mononucléose et le patient sort. Il y aura un commentaire à ce stade-ci. Attends. Sur quelle base on a Alors, à la base, comme il avait aussi un peu de diarrhée, on ne voit effectivement pas de colite au scanner, mais une des hypothèses diagnostiques, c'est qu'il ait une colite, par exemple, à Clostridium, notamment du fait qu'il rapportait que tout est commencé après un snack. Pas Clostridium, pardon, à Campylobacter ou voire à une typhoïde, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il avait mangé? Je crois que c'était un durum, ça je sais pas. C'était pas un japonais. Non, d'habitude on ne dit pas snack pour le japonais. On dit j'ai mangé des sushis. Ce qui m'interpelle pour ne pas retenir l'Epstein-Barr, c'est sa coagulation, alors que ces tests hépatiques sont quasi normaux. Donc, je ne vois pas comment on met tout ça ensemble. On va en parler, hein, mais donc effectivement, il y a beaucoup d'atypies pour une infection à EBV, mais on peut passer à la diapositive suivante. Et encore suivante. Donc, en fait, on a quand même un patient qui a une adénite mésentérique, beaucoup de fièvre, il est jeune. Est-ce que l'adénite mésentérique s'est décrit avec le BV? Il y a moyen de trouver des cas. Par exemple, là, ça date de 88.
C'est un papier sur tout ce qu'il peut y avoir comme complications abdominales au cours d'une mononucléose infectieuse. Et il est fait mention, là, le papier est trop vieux, on ne peut pas le lire, mais il est fait mention de lymphadénopathie mésentérique. On peut trouver des papiers plus récents. Ici, par exemple, ça c'est dans les années 2000, il rapporte un cas, c'était une jeune fille, même tranche d'âge, qui avait mal au ventre et qui avait une infection à EBV. Et une des seules manifestations, c'était des adénites mésentériques, mais c'était moins sévère. Et il précise quand même que c'est rare. Et effectivement, quand on fait la littérature, j'ai trouvé ces deux-là. Un troisième que je n'ai pas mis, on ne trouve pas beaucoup plus de cas rapportés d'adénite mésentérique au cours d'une infection à EBV. Donc, oui, en plus, la remarque a été faite. Il n'y a pas de léchage hépatique, il n'y a pas de lympho atypique. Enfin bon, le tableau biologique. c'était pas typique. Il avait des ganglions en périphérie? Aux urgences, ce n'est pas décrit. OK. Bon. Une hypothèse pour ceux qui ne connaissent pas le cas? Non? Donc, fièvre, adénopathie mésentérique, éruption et langue des papiers à ce stade-ci. Oui. Des symptômes comme ça avec température, salmonellose. Oui. Salmonella. Alors, je n'ai pas mis, mais donc ces hémocultures, elles seront négatives et les coprocultures aussi. Mais toujours, Salmonelle ne donne pas 57% de PTT. Oui, donc OK. À ce stade-ci, effectivement, on n'a pas les solutions. Bon, OK. Oui, donc une mini-conclusion, c'est très rare. Et en général, quand au cours d'une infection à EBV, on a mal au ventre, il y a plutôt une splénomégalie douloureuse, voire une rupture splénique, voire un infarctus splénique. Et l'hépatite aussi, qui est fréquente, peut faire un peu mal. Et l'autre point important pour le diagnostic, en fait, c'est ces IgM contre le VCA, donc c'est la capside virale qu'on dose au cours de l'EBV. C'est censé indiquer une infection aiguë, mais en fait, ce n'est pas un très bon test puisqu'il a une mauvaise spécificité. On rapporte jusqu'à 50% de faux positifs dans la littérature. Et pourquoi est-ce qu'on peut avoir des faux positifs? C'est d'autres infections qui peuvent entraîner une réaction croisée, notamment le CMV, qui peut donner un tableau similaire, le B19, la toxoplasmose, le virus A des hépatites ou l'HIV. Dans la littérature, on conseille parfois d'éventuellement faire un immunoblot pour confirmer que ces IgM sont spécifiques. Ça, je pense que ça ne se fait pas. Et évidemment, s'il y a moyen de trouver des résultats antérieurs pour comparer, ça, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de façon générale sur les adénites mésentériques dans UpToDate? Ils expliquent que ça peut se présenter de façon aiguë ou chronique. On peut faire le diagnostic simplement par échographie. Ça atteint en général des gens jeunes, voire des enfants, et ça donne le plus souvent des douleurs dans le quadrant inférieur droit de l'abdomen. Puisqu'on a accès de plus en plus aux scanners, sans doute qu'on va en trouver de plus en plus. Et au point de vue des causes qu'on peut retrouver expliquant ça, en général, il y a une infection virale ou une gastroentérite bactérienne, notamment la Yersinia, une maladie chronique inflammatoire de l'intestin ou un lymphome. Et la cause la plus fréquente, ce sont les infections virales. Et en général, ça a une évolution bénigne. Un papier qui explorait l'intérêt de faire un scanner, puisqu'on dit qu'a priori, on peut faire le diagnostic sur base d'échographie, mais quel est l'intérêt de faire un scanner? Donc, diapositive suivante, on voit qu'on peut souvent retrouver une cause qui peut expliquer tous les ganglions sur le scanner, puisqu'ici, ils ont regardé de façon prospective un groupe qui avait donc des adénites mésentériques présentes sur leur scanner, 60 patients, et dans 70% des cas, ils disent que c'est secondaire puisqu'ils identifiaient sur le scanner une cause, par exemple une appendicite, tout simplement une maladie de Crohn, des colites infectieuses, Clostridium ou autre, des rectocolites. Il y avait un cas de lupus et même des diverticulites. Ils comparaient ça à un groupe de patients, 60 patients également, qui avaient un scanner
pour un trauma abdominal, on ne retrouvait pas d'adénite mésentérique. Et puis, ils avaient un deuxième groupe contrôle où ils ont pris des douleurs tout venant, 60 patients aussi. Et là, 5 patients sur les 60, donc 8%, avaient des adénites mésentériques. À nouveau, ils retrouvent une explication dans 3 cas. Il y avait 2 appendicites et une diverticulite. Donc, le scanner, c'est quand même un bon examen au début de la prise en charge. Donc, le patient qui était sorti, mais il revient aux urgences le 5 janvier, 2 jours après. Il est environ à son 6e jour de maladie. Il est toujours fébrile, jusqu'à 40, très asthénique. Il continue à vomir parfois. Et la situation a l'air plutôt stable dans le sens où il persiste des douleurs de l'abdomen et son rash. On lui refait une PCR SARS-CoV-2 qui est toujours négative. Il y a des compléments de sérologie qui arrivent, un titre faible d'entérovirus. Cette fois-ci, à la prise de sang, on a toujours sa petite microcytose, toujours une légère neutrophilie. Ses tests hépatiques sont toujours aussi perturbés. Il a un fibrinogène un peu élevé. Sa natrémie a baissé encore. Il était à 134 avant, là, il est franchement en hyponatrémie. Les reins, ça va toujours. Et on note au niveau du foie, cette fois-ci, quand même une augmentation de sa bilirubine directe, donc hépatique, à 2,4. Une très légère cytolyse hépatique et encore le tube est hémolysé. Et par contre, des phosphatases alcalines plus élevées, elles étaient à vers 150, 160 2 jours avant, un peu de gamma-GT, et sa CRP n'a pas diminué, elle est même à rien plus élevé. Il était à 160 avant. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Donc, je vous propose un lymphome de Burkitt mésentérique, un syndrome de Purtio, un lupus, comme il y avait dans la série des scanners, une hépatite virale au virus E, une toxo qui peut avoir une réaction croisée avec le BV ou autre chose. Alors, qui est pour un lymphome de Burkitt mésentérique? Non. On regarde sur le chat. Non, on ne se prononce pas. Tu te rappelles de ce que c'est le syndrome de Purtio? Le syndrome de Purtio, c'est une infection sévérissime, c'est environ 80% de mortalité, je pense, en fait par le BV chez des enfants, la plupart du temps, qui ont un déficit immunitaire lié à l'X. Ils ne savent pas se défendre contre le BV, donc ça donne soit des lymphoproliférations à base de BV, soit des infections sévérissimes. Hein? Hein? Ça colle pas? OK, oui. Donc, on ne prend pas le diagnostic dans le fond de la salle, notamment par rapport au lympho. Un lupus? Pas très chaud, hein? Une hépatite E? Non plus? Toxo? Non? Qui est pour un autre diagnostic? Levez la main. OK, d'accord. Bon, ça va être un autre diagnostic, Mathieu. Ah non. Alors. Et donc, un petit complément d'anamnèse, ça ne fait pas de mal. En fait, le patient avait présenté 3 semaines environ auparavant une anosmie, juste au moment où son frère avait le Covid. Et quand on lui fait une sérologie, alors, en fait, elle est positive chez le patient. Donc, il a eu un contact avec le SARS et il a même eu des symptômes. C'est ça. Et par rapport à la sérologie, il n'était pas vacciné. Il n'était pas vacciné. Il n'était pas vacciné. Peut-être juste mini rappel. Bon, on utilise surtout les anticorps anti-spike. Les anticorps anti-spike permettent de suivre à la fois l'effet de la vaccination, mais également la maladie. Donc, si on veut avoir une idée plus précise sur la maladie, bon, ça peut arriver de temps en temps qu'on veut savoir s'il y a eu une maladie chez quelqu'un de vacciné. Et là, il faut faire des anticorps anti-N. Alors, on les fait facile Nous, on ne les fait pas. Dans un cas exceptionnel, ça pourrait se faire, mais il faut bien le documenter.
Parce que dans la plupart des cas où on me l'a demandé, je ne voyais pas L'intérêt. l'indication. Oui. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Ok. Mais par contre, certains labos font systématiquement des anti-N si on ne précise pas qu'on veut des anti-S. Donc, j'ai eu quelques patients comme ça qui avaient été vaccinés, disant la vaccination n'a pas marché, mes anticorps sont négatifs, mais c'était des anticorps anti-N, donc des anticorps antinucléocapsides et pas des anti-spike. Donc, si c'est Et donc, si on souhaite avoir l'un ou l'autre, mais il faut le préciser. Et donc, c'est le moment de vous montrer cette citation célèbre qui vient de la chanson Last Night, the DJ Saved My Life, et qui dit « There's not a problem that I can fix, because I can do it in the MISC ». Et le MISC, ben, c'est quoi? Ben, c'est une maladie relativement récente, ou en tout cas, on a fait du neuf avec de l'ancien. Donc, l'Organisation mondiale de la santé a publié une lettre en mai 2020 pour faire état d'une nouvelle maladie, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children and Adolescents, et qui semble en lien de causalité dans le temps avec l'infection à SARS ou le Covid-19. Et donc mi-mai 2020, ils expliquent que les enfants sont peu touchés par le Covid, on l'a vu finalement, heureusement, mais qu'à ce moment-là, il y a des rapports de cas en Europe, en Angleterre en fait, et dans le nord de l'Amérique aussi, qui décrivent des enfants et des adolescents admis en soins intensifs avec des atteintes multisystémiques inflammatoires, avec des tableaux qui peuvent ressembler très fort à la maladie de Kawasaki et qui peuvent aller jusqu'à des chocs toxiques. Et l'hypothèse, c'est que c'est lié à l'infection à SARS et au Covid-19. D'habitude, leurs tests PCR sont négatifs et ils ont une sérologie positive. Et donc, ils proposent à ce moment-là, parce qu'ils se disent, bon, voilà, c'est nouveau, il faut définir des cas et essayer de pouvoir faire de la recherche là-dessus. Et donc, ils font des critères de définition de cas. Donc, on parle d'enfants et d'adolescents de 0 à 19 ans. Il faut 3 jours de fièvre ou plus et 2 des suivants. En fait, ça, ce sont les caractéristiques de la maladie de Kawasaki, c'est-à-dire un rash, notamment au niveau des paumes ou des plantes de pied, une conjonctivite non purulente bilatérale, une atteinte oromuqueuse, notamment de la langue, de la bouche, des commissures des lèvres, et une hypotension ou un choc. Il y a souvent des atteintes myocardiques avec une dysfonction myocardique. On peut voir des péricardites, des valvulites et des atteintes des artères coronaires. Une coagulopathie avec des anomalies du PT, du PTT et des dédimères élevés, et un tableau gastro-intestinal aigu avec diarrhée, douleur ou vomissement. Une augmentation des marqueurs inflammatoires à la prise de sang, et pas de cause évidente pour expliquer ça, puisque c'est quand même pas spécifique apparemment. Et puis, une preuve qu'il y a eu un contact avec le SARS, donc soit une PCR positive, soit une sérologie positive. Et ils acceptent aussi un contact à haut risque dans l'histoire du patient. Et donc, c'est un récapitulatif en images de ce que ça peut donner, paru dans une revue pédiatrique en 2021. Et vous voyez que ça attend beaucoup de choses, basé sur 953 enfants. Ils font de la fièvre quasiment tous. Là, ils ont un âge médian de 8 ans, mais ça peut aller au-delà, et ici 10-19, mais vous verrez, il y a des cas même un peu plus tard. Au niveau respiratoire, on peut avoir une atteinte respiratoire haute de la dyspnée ou même des infiltrats pulmonaires. Au niveau cardiovasculaire, et c'est fréquent aussi, hein, c'est quasiment 80%, la tachycardie, et ça c'est vrai que ce patient-ci, c'était assez impressionnant, il était en permanence vers 120 de rythme cardiaque. Ça peut aller jusqu'au choc hémodynamique, des myocardites, on l'a dit, des diminutions de la fraction d'éjection ventriculaire, des dilatations coronaires ou des anévrismes coronaires.
85% ont des tableaux intestinaux, donc c'est quand même à l'avant-plan. Les signes de Kawasaki que je vous ai décrits tout à l'heure. Le rash dans la moitié des cas, une conjonctivite dans presque la moitié des cas. Vous voyez qu'on peut avoir une maladie qui est soit légère, soit sévère, et il y a une proportion importante de patients, 73% ici, qui sont admis aux soins intensifs. La mortalité, elle est faible, heureusement quand même. Là, c'est 1,9% rapporté. Peut-être quelques commentaires. C'est vrai que les premiers cas qui ont été décrits avant que le CDC définisse ces critères-là étaient décrits comme des cas de Kawasaki ou de Kawasaki-like, avec les premiers cas qui étaient éventuellement tout à fait typiques. Alors, si on regarde les différences avec le Kawasaki, on va dire, ordinaire, que les pédiatres connaissent, c'est assez saisonnier, c'est souvent d'ailleurs post-viral. Les points communs, c'est le risque d'anévrisme, donc l'atteinte myocardique avec un risque d'anévrisme coronaire qui est vraiment le point important et qui nécessite un traitement approprié. Je pense que Mathieu va en reparler. Mais par contre, une quand même des grosses différences, c'est l'atteinte respiratoire. Et donc, dans le Kawasaki, je dirais classique, d'abord, c'est souvent une moyenne d'âge plus jeune. Vous avez vu ici que la médiane est de 8 ans, alors que le Kawasaki habituel est quand même plus jeune. Et c'est exceptionnel qu'il y ait des problèmes respiratoires, en particulier des problèmes respiratoires qui peuvent amener des équivalents d'ARDS dans le Kawasaki, je dirais, ordinaire. Alors, ce n'est pas absolument étonnant si on se dit que le facteur déclenchant ici, c'est un virus particulier qui est le SARS-CoV-2, qui a un tropisme au niveau de l'arbre respiratoire, qu'on a cet élément-là de façon complémentaire. Alors, de façon additionnelle, comme dans le Kawasaki, je dirais, ordinaire, il y a des cas adultes, et donc on a le MIS-A qui est l'équivalent chez des adultes qui sont généralement des adultes jeunes. Vous voyez, ici, on a considéré les adolescents jusqu'à 19 ans. Quand on regarde ce que c'est un enfant au niveau du CDC, ça va jusqu'à 21 ans. Bon, on sait bien qu'il y a des grands-enfants qui, à 43 ans, vivent encore chez leurs parents. Mais enfin, ici, mettre la limite de l'enfance à 21 ans, je trouvais ça un petit peu exagéré. D'ailleurs, ici, ils l'ont remis à 19 et on a vécu ainsi quelques cas, notamment parmi les premiers cas de Miss adulte, tout à fait Kawasaki-like au début de l'épidémie. Children. Ah, il y a un petit quelque chose là sur le chat? Non? Voilà, ok, parfait. Donc, pour continuer un peu dans la description de la maladie, tirée de ce papier-là, qui est aussi descriptif, c'est une reprise systématique de tous les cas ou toutes les séries de cas publiés. Diapositive suivante. On voit bien dans ce tableau, pour insister, que c'est quasiment tous les patients qui ont de la fièvre, on l'a dit, et une proportion énorme qui ont des douleurs abdominales ou des plaintes abdominales. Le New England avait publié une série de cas, c'est une des plus grandes, ou la plus grande des séries de cas avec environ 190 patients. Pourquoi montrer celle-ci, diapositive suivante? Donc, on voit les cas, les barres en rouge de MISC qui augmentent petit à petit au cours des semaines de l'épidémie, jusqu'à parfois le pic là en haut, c'est vers le 10 mai, c'est 13 enfants, 13 cas rapportés. Et qui touchent l'ensemble des États-Unis. Oui, alors j'ajouterais, je trouve intéressant sur la figure, c'est que vous voyez en jaune le pourcentage de cas dans cette population-là qui ont été positifs pour le SARS-CoV-2. Et ce qu'on remarque en fait, c'est qu'il y a un décalage entre le pic épidémique infectieux et la survenue des Kawasaki-like, comme on les appelait au début, ou du MIS. Et donc, ça, c'était un argument complémentaire au niveau épidémiologique pour se dire qu'il y avait non seulement une relation entre les deux, mais que la relation était plus une relation de type réaction immunitaire plutôt que d'être quelque chose qui était directement associé
à la toxicité du virus. Dans les premières séries, il y avait une grande partie qui était effectivement présentée avec des anticorps, certains avec du virus, probablement qu'il s'agissait de frottis avec un virus traînant, alors que le phénomène est bien l'infection et puis de façon décalée, la survenue de la maladie finalement immunologique. Alors, personnellement, avec Omicron qui touchait quand même plus les enfants que les variants précédents, je m'étais attendu à ce qu'on voit une augmentation des Kawasaki plus marquée avec la vague d'Omicron. Apparemment, ça n'est pas véritablement survenu. Et peut-être bien que le variant lui-même peut avoir une incidence sur la réaction immune qui va déclencher ou non ce type de réponse immunitaire anormale. Ici, c'est les données des examens sanguins. On voit qu'ils peuvent présenter des lymphopénies, un peu de neutrophilie, une anémie. Les plaquettes chutent, des dédimères élevés, que relevé d'autres, la CRP aussi. La ferritine est souvent élevée, mais j'ai vu qu'elle n'atteint pas des scores énormes. En général, c'est 2000 maximum, je pense. On va avoir une augmentation des troponines, des BNP et des transaminases. C'est juste un micro-point sur la biologie que tu avais montré chez ce patient. Tu avais insisté là-dessus. Il avait une natrémie, d'ailleurs, qui avait encore chuté lors de la deuxième hospitalisation, puisqu'elle était à 128. Et quand on regarde les critères pour engager un traitement aux immunoglobulines intraveineuses et en plus la cortisone, dans les premières publications, pas de ceci, mais des Kawasaki, parmi ces critères de gravité qui pourraient ne pas répondre aux immunoglobulines intraveineuses, l'hyponatrémie figurait. Donc, l'hyponatrémie peut constituer aussi un élément potentiellement de gravité qui incite à donner un traitement, je dirais, plus intensif, tout en sachant que ce que je dis là se rapporte aux anciens Kawasaki et pas nécessairement ici. Ça n'a pas été démontré pour les Kawasaki l'âge ou les MIS-C associés au SARS-CoV-2. Mais enfin, il y a tellement d'analogies que je pense qu'on peut avoir une réflexion un petit peu calquée sur ce qu'on faisait dans le Kawasaki, je dirais, non SARS-CoV-2. Pardon? Alors, non, l'hyponatrémie était propre. Dans cet orage qui se passe là, tu dois avoir une sécrétion d'hormones antidiurétiques pour des raisons non osmotiques. Et il suffit qu'ils boivent un peu et ils se trouvent avec une sorte de SIADH transitoire lié à l'ensemble de la situation. État pulmonaire ici, chez ce patient-ci? Il n'avait pas d'atteinte pulmonaire. On lui a fait un scanner. Scanner ou pas scanner? Je ne sais plus, je ne l'ai pas mis en tout cas. OK. Ah. Je crois que je ne l'ai pas fait. C'est trop tard. Lingual. Ah. Oui, il est parti. Alors, il y a une question. Est-ce qu'on a été tenté de lui faire une biopsie de la langue avec cette langue qui a effrayé certains des collègues qui sont dans le chat? Non, je n'ai pas pensé. Non, enfin, biopsie de langue, c'est quand même pas rien. Hein. Bon, indication de biopsie de langue, grosse ulcération, suspicion de cancer, d'amyloïdose, mais dans une situation aiguë ici, je pense que c'était pas à l'avant-plan comme décision diagnostique. Demander un avis à un dermatologue par hasard pour savoir ce qu'il pensait de cet ensemble lésionnel. Non, on n'a pas demandé non plus. Parce que je n'avais pas besoin. En fait. Oui. Parce que tu as eu la réponse. Parce que moi, j'avais le diagnostic. Pour moi, c'était ça. J'ai discuté avec mes collègues et comme on était tous d'accord, on a gardé le diagnostic. Et donc, le diagnostic est tombé très vite. Oui. Dès qu'il est revenu et qu'on s'en est occupé. Enfin, le point, c'est que on a vécu un certain nombre de cas de ce type-là. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas fréquent, mais comme dans les situations rares, on a un modèle qui frappe directement et qui clignote dans le cerveau en disant, mais voilà, c'est ça. Bon, je veux dire,
Et donc, à partir du moment où on a le diagnostic sans éléments contraires, les examens complémentaires ne deviennent plus vraiment nécessaires. C'est une situation où faut pas tarder à lui donner le traitement. Donc, il va recevoir le traitement même si le dermatologue n'est pas passé, quoi. Et donc, c'est ce qu'on vient de dire. On a vu quelques cas. Donc à Delta en médecine, on a eu 3 cas comprenant celui-ci. Ils avaient tous des douleurs abdominales, des signes de Kawasaki, des myocardites. 2 iront à l'usine, notamment Christophe a eu un cas, Christophe Brastrid, d'une jeune dame qui avait 21 ans, je pense, et qui avait, elle aussi, une atteinte pulmonaire sévère. Et à Braine, il y a eu au moins un cas, puisqu'il a été publié, donc vous voyez ici par Elie. On retrouve des gens de Braine, Pierre Foulon qui est intensiviste, Olivier Capelier qui fait les IRM cardiaques à Braine-l'Alleud, Nicole qui est ici présente, Gaëlle Van Frachem qui est une des infectiologues et Daniel Debacker qui est aux soins intensifs. Et donc ça, c'est une publication qui est vraiment arrivée au moment où les cas… Oui, donc ça, là, c'est assez… L'histoire est assez intéressante et de façon anecdotique mérite d'être racontée. Donc, on me contacte un peu par hasard pour cette jeune personne qui était hospitalisée à l'USI à Braine. On me raconte l'histoire. Il y avait eu plusieurs frottis qui s'étaient avérés négatifs. Et puis bon, ce truc-là, ça c'est un Kawasaki. Il faut lui mettre des IVIG tout de suite. Et donc ça, c'est, je pense, un vendredi. Et puis la mère de cette jeune fille avec qui j'ai pris contact me raconte qu'elle a eu, que la jeune fille a eu une anosmie 3 semaines, mais de très courte durée, 3 semaines auparavant. Elle faisait une tarte aux pommes. Et puis, il lui a dit, mais maman, je ne sens pas. D'habitude, ta tarte aux pommes, elle sent bon, mais je ne la sens pas. Et c'était vraiment extrêmement court. Et en fait, 2 jours plus tard, dans la presse anglaise, on signalait la survenue de Kawasaki associé au SARS-CoV-2. Donc, on était un petit peu plus tôt enfin bon, ça tombait quasi, je dirais, en même temps. Et puis alors, on a envoyé au JAMA qui, dans un premier temps, a accepté le papier. Et puis sans doute qu'ils ont eu quelques papiers américains qui sont arrivés. Ils ont dit que ça ne les intéressait plus. Et donc, on a perdu quelques semaines avant de pouvoir le publier dans Frontiers. OK. Et donc là, c'est le 5 janvier. Il est finalement en fin de journée admis dans le service de médecine. Vous avez vu la description clinique, donc on fait rajouter sur la prise de sang la troponine qui est normale, mais ces NT-proBNP sont quand même légèrement augmentés. Et donc on commence le traitement. Il reçoit de la méthylprednisolone à la dose de 100 mg et dès le lendemain, le 6 janvier, il reçoit ses immunoglobulines intraveineuses, 60 grammes le 6 janvier et 40 grammes le 7 janvier, et il reçoit de l'Azaflo. Ça, c'est la prise de sang du lendemain, le 6. On voit qu'il a toujours une petite neutrophilie, 500 de ferritine. Sa coagulation est toujours perturbée. Et on voit que ses dédimères sont élevés comme c'est décrit. Sa natrémie est un peu remontée. Sa bilirubine est toujours là, augmentée. Ça a l'air d'être stable. On est le lendemain, donc là, sa troponine est à 8. Ses proBNP sont un peu montés. Ils étaient à 399, ils sont passés à 895. L'atteinte hépatique a l'air d'être stable et sa CRP stable aussi, 190. Et il a une électrophorèse sans particularité. Il a de nouveau une échographie du ventre à cause de l'atteinte hépatique. Dans le Kawasaki, parfois, ils font des cholécystites. Donc, c'est ça que je recherchais. Ici, la vésicule est décrite comme normale. Et on ne voit rien de neuf, et il y a toujours les adénopathies mésentériques et l'hépatosplénomégalie. Donc, il a, à certains égards, été mieux. Sa fièvre, le 7, par exemple, l'avait quitté depuis une douzaine d'heures, parce qu'avant, elle ne le lâchait pas. Il est même monté jusqu'à 44 degrés de température.
Il avait moins mal au ventre, il restait extrêmement fatigué. Et petit à petit, quand même, il va se plaindre d'essoufflement. Sa saturation en oxygène va un peu chipoter. Et donc, on voit que le 7 janvier, quand on refait le dosage des marqueurs cardiaques, cette fois-ci, les troponines sont montées à 42. Ce n'est pas énorme, c'est les tropotés. Et il est quand même passé à 2800 de NT-proBNP. Il a en fait eu une échographie cardiaque chaque jour. Le 5, le 6, c'était normal, avec une fraction d'éjection estimée à 70% pour le ventricule gauche. Et le 7 janvier, elle tombe à 40. Donc, on décide qu'il faut qu'il aille aux soins intensifs, malgré le traitement qu'il a reçu. En même temps, ça faisait à peine on était dans les 2 premiers jours. Et donc, il a, en fin de journée, le 7, une nouvelle échographie cardiaque faite par un des intensivistes qui décrit une défaillance biventriculaire avec un débit cardiaque encore conservé. Et donc, il doit être transféré aux soins intensifs. Je trouve que ce tableau que tu as repris est vraiment extrêmement intéressant. C'est ce qu'on a connu avec d'autres cas du même genre. Donc, une présentation abdominale. Certains des cas qu'on avait eus, ça a été jusqu'à faire une laparo tellement le problème paraissait vraiment aigu au niveau abdominal. Et l'atteinte cardiaque avec la défaillance cardiaque survient de façon en décalage par rapport au tableau digestif d'admission. Et donc, ce décalage est vraiment important. Donc, il ne faut pas être rassuré par l'absence d'atteinte cardiaque au début et dans les 48-72 premières heures. Cette atteinte cardiaque est susceptible de survenir de façon différée, comme ici, tu l'as bien montré. Et donc, le transfert à l'ESI, malheureusement, se fera dans un autre hôpital parce qu'il n'y avait plus de place. Donc, il est transféré dans le courant de la soirée à Luzette-Leuven, le 7 janvier. Donc. Et puis, heureusement, l'évolution pour lui, parce qu'on s'est quand même beaucoup inquiété, elle sera bonne. Il n'aura pas besoin d'ECMO, il n'aura pas besoin de ventilation mécanique et il sortira assez vite, je pense, en une semaine environ des soins intensifs pour retourner chez lui. Il a un COROCT scanner qui est fait début février qui ne montre pas d'anomalie de ses artères coronaires et il a une consultation de suivi le 10 février chez Elie Kogan et tout va bien. Il n'a pas de séquelles et il est bien. Donc, une dernière slide qui reprend ce qu'on dit du traitement dans UpToDate. S'ils sont choqués, on traite un choc comme on le fait de façon habituelle. Si on pense qu'il faut des antibiotiques, vu la gravité de la situation parfois, il vaut mieux peut-être quand même en mettre. Donc, le traitement, il est basé sur des séries de cas qui ont reçu des immunoglobulines et des glucocorticoïdes, ou rien que les glucocorticoïdes. Et par analogie, comme le disait Elie Kogan, avec la maladie de Kawasaki, bien connue des pédiatres, et les myocardites, et qui sont traités par immunoglobuline intraveineuse, entre autres. Et pourquoi, notamment dans la maladie de Kawasaki? C'est parce que c'est une maladie qui se complique vers la 2e ou 3e semaine d'évolution, parfois par des anévrismes coronaires, et c'est une des causes de mortalité principale au cours de la maladie de Kawasaki. Et c'est ce traitement par immunoglobuline qui permet de prévenir le développement de cette atteinte. Et en général, le pronostic dans ces séries est bon. Là, ils disent, par exemple, pour les 2 traitements, 70 à 95% de cas qui évoluent bien. Dans UpToDate, il précise que si on n'a pas d'immunoglobuline disponible, le traitement par glucocorticoïde seul, c'est un traitement dit raisonnable. C'est une bonne dose quand même, c'est 2 mg/kg par jour qu'ils recommandent et eux, ils font ça en 2 doses. Et eux, l'équipe qui écrit le chapitre dans UpToDate dit que, encore une fois, par analogie au Kawasaki, qu'on traitait notamment par aspégique, également en plus des immunoglobulines, ils donnent une petite dose d'aspirine à tous leurs patients. Voilà. OK, merci, merci Mathieu. Questions? Commentaires? La cholestase a régressé complètement. Oui, tout s'est effectivement il y a une prise de sang normalisé. Alors, pas d'imagerie abdominale, je pense. Mais
Pardon, attends, j'arrive. Le trouble de coagulation, c'était en conséquence de quoi, en fait? Donc, à mon avis, il y a quand même des interactions fortes entre les protéines de phase inflammatoire et les protéines de la coagulation. Et on peut quand même souvent, quand les gens ont un très gros syndrome inflammatoire, voir des tests de coagulation perturbés sans que ça mène nécessairement soit à des hémorragies, soit à des thromboses. Mais un peu mystérieux, la coagulation pour moi. Mais... les tests de coagulation étaient perturbés alors que la fonction hépatique était normale. Oui, oui, non, je ne pense pas que ce soit lié à ça. Moi, je pense qu'ici, la coagulation est une consommation, est une coagulopathie de consommation. C'est-à-dire qu'on a montré le fibrinogène effectivement était élevé, mais pas en proportion à la CRP. Et il y avait des dédimères qui étaient élevés de façon importante. Ça, on retrouve cet emballement de coagulation dans d'autres tableaux associés à la COVID également. Donc, c'était plutôt une coagulopathie de consommation. Les plaquettes, d'ailleurs, étaient plutôt sur le versant bas que sur le versant haut également. Donc, je pense qu'il a dû consommer des facteurs à ce niveau-là. Alors, on voit... Non, voilà. Ici, on a, oui, l'aptoglobine. Non, il n'y avait pas d'élément en faveur d'une hémolyse. Bon, l'aptoglobine aurait probablement été élevée dans le cas de la problématique inflammatoire plutôt que basse. Il n'y a pas d'anémie hémolytique non plus. OK. Bon, mais je pense que c'était quand même assez exemplatif. C'est un tableau en particulier pour les jeunes qui passent par les urgences, parce que c'est un tableau potentiellement assez grave, probablement pas suffisamment connu, et dans le cadre de l'épidémie SARS-CoV-2, c'est important. Et également ne pas se limiter à un schéma qui ne concernerait que des pédiatres qui s'occupent des tout petits. Comme vous voyez ici, c'est 17 ans, on en a eu d'autres de 18, de 19, de 20. Donc les jeunes adultes ne sont pas à l'abri de ce type-là de problème. Alors, une question qui s'était posée, qu'on m'avait posée à l'occasion du premier cas, et qui était de savoir, est-ce qu'on peut vacciner contre le SARS-CoV-2 une fois qu'on a fait un Kawasaki ou un Kawasaki-like? Et donc, j'ai répercuté la question vers des experts qui étaient extrêmement embêtés à répondre au plan théorique, parce qu'on ne sait pas très bien quel est le phénomène immunitaire induit par le virus qui va donner ce type-là de tableau. Et éventuellement, le vaccin pourrait reproduire. Donc ça, vous voyez quand même beaucoup. Quand on voit les effets secondaires des vaccins et la maladie, il y a tellement de choses communes que ça peut éventuellement rendre craintif par rapport à la vaccination. L'autre question, et dont la réponse peut être liée à la première, est-ce qu'on peut refaire un Kawasaki? Donc, il y a des enfants qui ont refait des Kawasaki. Il y a des possibilités de refaire un Kawasaki, indépendamment en tout cas de la problématique ici du SARS-CoV-2. Autrement dit, le Conseil a donné devant deux incertitudes, à savoir la possibilité de refaire un Kawasaki, je dirais naturel, et l'ignorance qu'on a par rapport au vaccin, eh bien, on conseille de vacciner. Et donc, en tout cas, ma jeune patiente du début a été vaccinée et revaccinée sans le moindre problème et sans récidive. Elle avait eu d'ailleurs un anévrisme coronaire qui s'était développé et qui a pu régresser avec le traitement qui avait été mis en route. OK, bon, Mathieu, merci, très belle présentation. Et alors, à la semaine prochaine. Et donc, la semaine prochaine, ça sera le cas des services des printemps de la médecine interne, dont vous avez déjà fait l'annonce depuis la semaine passée. Donc, réfléchissez avant. C'est le docteur Couturier qui viendra discuter ce cas-là, dont on n'aura pas la solution directement jeudi prochain, puisque la solution est sous embargo, mais on vous la donnera 2 semaines plus tard. Et bien voilà, bonne semaine à tous. Merci à nos amis à l'extérieur et à la semaine prochaine.